Ville dévastée lors de la Première Guerre mondiale, Albert se remet peu à peu de ses blessures. Les familles albertines tentent de se reconstruire et d'oublier cette bataille de 1916, boucherie qui laissa de nombreuses traces dans le paysage et dans la mémoire des Albertains. Plusieurs villes marraines contribuent financièrement à la reconstruction dès 1919. C'est le cas d'Eindhoven, Birmingham, Bordeaux ou encore Tientsin. Dans les années 30, l'eau, l'électricité, l'éclairage public et les trottoirs font leur arrivée dans la cité d'Ancre. Pour autant, l'entre-deux-guerres se fait encore difficile. Il reste de nombreuses maisons provisoires et les conditions de vie de certaines habitations sont très rudimentaires. Ô douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Douce France. En 1936, le monument aux morts rue Victor Hugo est inauguré. Il rend hommage aux Albertains morts pendant la Grande Guerre. Les Albertains souhaitent oublier ces années sombres et se tournent désormais vers l'avenir. D'un côté, la ville se fait peau neuve. D'un autre, certaines indemnités et dommages de guerre tardent à arriver. À l'est de l'Europe, un homme et son parti menacent pourtant la stabilité des relations internationales. Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. En juin 1938, le conseil municipal d'Albert se concerte sur l'aménagement et l'ouverture de certains souterrains en cas d'un éventuel conflit avec l'Allemagne nazie. Les inquiétudes s'accumulent. Très vite, la ville commande des masques à gaz, des bicyclettes, des pelles et des pioches et du matériel sanitaire en cas d'attaque aérienne. Ces commandes sont réservées à la police, aux sapeurs-pompiers, aux infirmiers et aux brancardiers. L'incertitude et la peur frappent à nouveau Albert. Nous allons réaménager les abris. Il faut protéger nos concitoyens. Avec les usines aéronautiques de Méholt, nous ne sommes pas en sécurité. Ce seront les premières cibles des Allemands. Le danger viendra du ciel. Les souterrains seront bétonnés et devront résister à des chars aériennes de 100 à 300 kg en cas de bombardement. Je veux que nous installions des bancs et des motopompes portatives dans les souterrains. Nous devons pouvoir rester plusieurs heures dans les abris en cas d'alerte. À la fin de l'été 1939, la Picardie et ses habitants sont occupés aux travaux des champs. Ils observent, comme la France, les gesticulations affolantes d'Adolf Hitler. 1er septembre 1939. Une date qui marque l'entrée du monde dans une guerre totale. Ce jour-là, les Allemands lancent leur division blindée sur la Pologne. La France mobilise son armée. Pour certains Albertains, revenus de 14, c'est la deuxième fois. De tristes souvenirs refont surface. Les Britanniques sont réquisitionnés à Albert, comme dans de nombreuses villes, pour protéger la population en cas d'invasion. Ils se dépensent sans compter pour creuser et aménager des tranchées et des abris dans la cité d'Ancre. La plupart logent à la salle Jean le Commandeur, près du collège Charles de Foucauld, et deviendront, une fois de plus, la compagnie quotidienne des Albertains.
Le conseil municipal déclare l'état de guerre. Tous les animaux sont réquisitionnés pour les besoins de l'armée. La vie bascule à nouveau et la peur s'installe dans les foyers. S'ensuit une période que l'on appelle encore drôle de guerre, où aucun combat n'éclate entre septembre 1939 et mai 1940. Tout le monde vit dans l'ignorance, la peur du lendemain. En mai 1940, se succèdent plusieurs opérations militaires allemandes contre les troupes alliées, français, belges, britanniques. Cela dure près de 20 jours. Aujourd'hui, on parle de la bataille de France. C'était monsieur le préfet. Il faut évacuer la ville, et vite. Les Allemands se rapprochent. Placarder la nouvelle dans le centre-ville et surtout donner l'alerte. Tout le monde prend la fuite dans la panique, à vélo, à pied, avec des fourragères et des chevaux. Peu de transports sont prévus, si ce n'est quelques autocars de l'usine de Méholt, qui sont mis à disposition. Le souvenir de l'exode de la Grande Guerre hante les habitants. Ils ne souhaitent pas revivre l'arrivée de l'occupant. Les Albertains quittent leur ville pour des régions non occupées. Ils doivent emprunter les routes et chemins de campagne secondaires pour ne pas encombrer les nationales empruntées par les troupes françaises qui tentent de faire barrière à l'armée allemande. Mon chéri, tu vas sans doute te demander ce que je suis advenue. Mais chéri, ma tête est encore tourbillonnante, mes oreilles pleines de détonations, mes yeux garderont toujours la vision des bombardements qui jusqu'ici nous ont suivis. Cela fait depuis vendredi dernier que nous sommes sur la route. Nous roulons à bicyclette depuis Albert et nous sommes en Bretagne. Nous sommes le 18 mai 1940. Les bombardements continuent. L'hôpital d'Albert est évacué en priorité, mais de nombreux vieillards et malades se retrouvent laissés pour compte. C'est un sentiment de cataclysme qui s'abat sur Albert, abandonné. Deux wagons arrivent en gare pour transporter les derniers Albertains. La ville est totalement évacuée. L'armée allemande se rapproche. « 20 mai 1940. Des premiers combats prennent place lors de l'avancée allemande dans la région. C'est la bataille d'Amiens. La Wehrmacht et les Britanniques s'affrontent dans le centre-ville d'Albert. Les Britanniques sont retranchés avec leurs véhicules derrière les arbres de la place Émile-Monthieu et à l'intérieur du collège moderne. Les Allemands bombardent le centre-ville et attaquent à l'aide de leurs tanks. Plusieurs jeunes soldats britanniques, un capitaine, un caporal, Edward Frank Hill et Frank Frederick Durrance sont abattus lors de ces combats. Ils sont enterrés provisoirement sur le terrain de balle au poing, sur la place. Ce jour, le perron et l'horloge de l'hôtel de ville sont endommagés. L'armée allemande envahit la ville, réquisitionne la mairie et une maison rue Jean Guyon qui deviennent commandanture. La Wehrmacht réquisitionne également les usines aéronautiques et le terrain d'aviation à Méholt.
La scan sera utilisée par l'occupant afin de concevoir et réparer des éléments d'appareils allemands comme les bombardiers Henkel. Certains ouvriers de l'usine de Méholt, qui n'ont pas été mobilisés, sont réquisitionnés pour travailler au service de l'armée allemande. D'autres se voient ballottés dans diverses régions, comme les Mureaux, Bourges ou encore Évreux. Partout, les Allemands appliquent les mêmes mesures annoncées par affiches et journaux. Toutes les pendules doivent être avancées d'1 heure. Toutes les armes à feu et tous les fusils de chasse sont déposés d'urgence dans les mairies. Les animaux, les bicyclettes, les articles de ménage comprenant du cuivre, de l'étain, tout objet métallique, même le caoutchouc, y compris les pneus de vélo, oreillers et traversins, même ceux des hôpitaux, tout est recensé et réquisitionné. C'était notre seul cheval. Ouais, écoute, Fernand, nous n'avons pas le choix, nous devons l'amener demain matin. Bonjour. Bonjour. Nom? Guyon. Prénom? Fernande. Adresse? 7 rue Louis Crétel. Un cheval, c'est ça? Très bien. Suivant. L'occupation allemande commence. Face au monde sur les routes, de nombreux Albertains décideront de revenir à Albert quelques semaines après leur départ. Quel pincement au cœur que ressentent ces Albertains à leur retour, en apercevant tous ces Allemands, dans leurs cafés, dans leur centre-ville, parfois même dans leur propre maison. À toutes ces difficultés s'ajoute le problème de la division du département de la Somme en 2 parties. Au nord, c'est la zone interdite. Au sud, c'est la zone occupée. La Somme devient une frontière naturelle, à nouveau. Une autorisation spéciale est nécessaire pour la franchir. Albert est une ville de la zone interdite. Ponts, voies d'accès, voies ferrées, transports ferroviaires sont surveillés en permanence par des sentinelles allemandes. Lors de l'appel du général de Gaulle, près de 10 millions de Français sont encore en exode. Et très peu ont accès à la radio anglaise, qui est, théoriquement, complètement proscrite, sous peine d'emprisonnement ou de sanctions plus graves. De plus, certaines familles sont endeuillées par les pertes nombreuses de la bataille de France et ont bien d'autres priorités que celle d'écouter la BBC. Les moyens de communication sont rares et très chers. Très peu entendront cet appel à la résistance, mais il sera relayé de bouche à oreille et dans la presse. Les Français découvriront l'appel du général au fur et à mesure de l'année 1940. La situation financière est difficile pour la ville d'Albert et ses habitants. De nombreuses avances ont été faites pour subvenir aux besoins du ravitaillement, à l'entretien des prisonniers de guerre, aux frais d'occupation, ou encore pour le paiement des salaires des ouvriers requis, réquisitionnés par l'autorité allemande. Très vite arrivent les premiers tickets de rationnement et les restrictions des quantités. L'inflation des prix est grandissante. Malgré la possibilité aux habitants des campagnes d'utiliser leur bétail et leur culture, tout est réquisitionné, absolument tout, par l'occupant et strictement recensé. C'est très compliqué d'avoir des œufs et du beurre. Au moins, dans leur campagne, ils ont des bétails et leurs champs. C'est Paulette. C'est compliqué pour tout le monde. Les Allemands rationnent tout jusqu'à la dernière miette. Ma tante Joanne qui habite à Fricourt a du mal à se procurer du beurre, de la viande et du sucre, et je te parle pas de l'essence. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est la guerre pour tout le monde. Mais ce qui me manque le plus, c'est mon bon café. Leur état est infect. J'espère que ça ira mieux cet hiver. Mes petites dames, ne soyez pas trop optimistes, ça n'ira pas en s'arrangeant.
Ils ont ouvert un abri pour les plus démunis à Notre-Dame, route de Boulan. J'ai vu dans le progrès de la Somme que ce sera de plus en plus Les difficile. cultivateurs sont réquisitionnés et tenus de gérer le service de ravitaillement pour faire la distribution dans les communes. Les épiciers albertains doivent se rendre à Amiens, centre de ravitaillement, pour ramener les denrées nécessaires et demandées par leurs clients, selon leurs droits et tickets de rationnement. 4 ans de contraintes et de pénuries, avec des différences selon les villages, les quartiers et les milieux sociaux. Vivre avec l'ennemi, reprendre ses habitudes, chercher de la nourriture, voici désormais les préoccupations quotidiennes des Albertains. Bonjour Jean, bonjour Mathéo. Asseyez-vous. Oui, ça sert. Alors aujourd'hui, les enfants, c'est un jour spécial. Donc nous allons commémorer les soldats qui ont perdu la vie à la Grande Guerre et à cette guerre qui vient de démarrer également depuis l'année dernière. Donc nous irons sur la place Émile Le Turc pour commémorer un peu ces soldats anglais, tous ces soldats qui sont tombés au cours de la guerre. Tout acte commémoratif était formellement interdit par l'occupant. Monsieur Ghislain de Guines prenait un risque important. Mais derrière ce grand professeur vivait l'âme d'un futur résistant. Beaucoup se disaient que, comme en 1916, de toute façon, les Anglais viendraient vite libérer nos villes. Malgré l'occupation, le quotidien qui se fait difficile et les répressions, la jeunesse, elle, bercée sans doute par son insouciance, continue à vivre. Il faut chaque jour aller au collège, passer ses examens ou commencer à chercher du travail. Pour oublier un peu la guerre, garçons et filles tentent de se réunir pour passer du temps ensemble. Ils aiment écouter de la musique ou les messages pleins d'espoir du général de Gaulle sur les ondes de la BBC. Enfin, quand les coupures d'électricité n'empêchent pas de recevoir la TSF. Mais pour pouvoir s'encanailler un peu, il faut contrer les interdictions décrétées par l'occupant. Car sous l'occupation, la radio, le cinéma et même la lecture de certains journaux font l'objet d'interdits. Même les bals publics sont strictement proscrits. Le couvre-feu a lieu à 21h et gare aux fenêtres de ceux qui laissent passer un filet de lumière. Il faut se débrouiller. Sing, sing, everybody start to sing. Ooh, wow, ooh, now you're singing with a swing. Sing, 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 everybody start to sing. Ooh, wow, ooh, now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, baby, oh, sing, 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 everybody start to sing. Ooh, oh, now you're singing with a swing. Swing, 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 listen to the trumpet swing. Blow, 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 listen to the trombones go. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Ho, ho, baby, ho, 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 sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ooh, wow. Heureusement, la guerre n'est pas que restriction, occupation et réquisition. L'amour et l'humanité triomphent toujours. Et malgré les relations parfois difficiles entre les Français et l'occupant, il existe aussi des événements plus heureux.
Gunther. Peu à peu, une poignée d'hommes et de femmes courageux font le choix d'entrer en résistance. Celle-ci prend plusieurs formes. Protection de juifs, exfiltration de soldats alliés, renseignement, sabotage des voies ferrées. Tout cela a pour objectif d'enrayer la production allemande et de mettre à mal l'occupant. Progressivement, les résistants se structurent en réseau et en mouvement, soit autour de militants d'un même parti politique, entre collègues de travail ou bien par simple proximité géographique. Une organisation silencieuse se construit. Pas vu, pas pris. Peu à peu, les familles, les femmes comprennent que les sorties qui s'attardent et les mystérieuses excuses tard le soir sont peut-être le fruit d'un combat caché. Les blancs. De nombreux jeunes réfractaires du service du travail obligatoire s'engagèrent dans la résistance. Considérés comme des hors-la-loi et traqués avec acharnement par la milice française et la Gestapo, ils vivent dans la clandestinité comme d'autres garçons et filles qui ont décidé, eux aussi, d'entrer en résistance et de se battre pour la liberté de la France. C'est le cas notamment des fils de Mathieu Vilgos, Henri, 20 ans, apprenti ajusteur à la SCAN, et Jacques, 18 ans, apprenti tourneur à la fonderie RS-Man. Tous deux s'engageront au sein du groupe Michel. Ce groupe d'hommes, provenant de différents villages, ont réalisé un nombre impressionnant de sabotages pendant l'occupation. Malheureusement, arrêtés, sans doute dénoncés, 11 membres sont jugés devant le tribunal militaire d'Amiens en 1943. Lors du procès, les Allemands proposent aux frères Vilgos de s'engager dans la Légion des volontaires français, afin de combattre aux côtés de l'armée du Reich sur le front russe. Plutôt crever. Ils ont déjà eu papa, on va pas les combattre pour eux. T'as bien raison, Jacques. On ira jusqu'au bout. Chère maman et cher Jean, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Je ne verrai plus le jour à partir de ce matin. Chère maman, sois courageuse et ne te laisse pas abattre, à toi aussi mon cher Jean. C'est fini et bien fini. Je vais mourir, mais sois courageuse. Vous pouvez être certain que je meurs sans un tressaillement. Je suis courageux devant la mort. Soyez courageux, il y aura encore des jours heureux pour vous. Chère maman et cher frère, je te dis adieu pour toujours. Chère maman et cher Jeannot, j'aurais été content à 18 ans de vous revoir. Mais c'est impossible. Chère maman, sois courageuse et forte. Tu as encore à t'occuper de Jeannot et surtout, fais attention à lui. Je vous souhaite un meilleur avenir et surtout, pensez quelquefois à moi et à Henri. Madame Vilgos venait de perdre son mari, un résistant albertain mort pour mauvais traitement au camp d'Écrouves, en Meurthe-et-Moselle. Les membres du groupe Michel sont fusillés le 2 août 1943 dans les fossés de la citadelle d'Amiens. D'autres groupes agissent et tentent de faire face à l'occupant. C'est le cas notamment du groupe Arthur et de Léandre de Flandre. Coiffeur le jour, résistant la nuit. Il est le chef de la résistance albertine avec l'abbé Henri Dumoulin. Léandre ? Oui, Colette. Bonjour. Est-ce que Auguste pourrait venir se faire couper les cheveux ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je termine avec un client et je le prends juste après. Dans ce groupe, on pouvait retrouver notamment Ghislain de Guine, Jacques Hubert, Henri Journet, Noël Biosque, Robert Berthoud, Roland Dupuis, Christian Boisdin, Monsieur Kirouac et ses deux fils, Biotel, Maurice Becquet, Pereira, Chaufflet et bien d'autres encore. Le 23 juillet 1944, suite à un accrochage entre résistants et soldats allemands, s'ensuit une série d'arrestations. Léandre de Flandre est arrêté vers 5 h du matin à son domicile, avenue Laumont,
devant sa femme et sa fille, alors âgées de 3 ans. Le camion s'arrête devant la basilique. Léandre de Flandre en profite pour s'enfuir et se cacher dans le jardin public. Un passant aperçoit Léandre et, pensant que c'est un malfaiteur, indique volontairement la planque à la Gestapo. Léandre de Flandre reçoit 2 coups de feu. Léandre de Flandre sera emmené à la prison d'Amiens pour être interrogé et sans doute être torturé. Il sera enterré dans le bois d'Aveluy par la felle de gendarmerie d'Albert. Le corps sera retrouvé et inhumé dans les années 50 dans le caveau familial au cimetière Saint-Alcheul à Amiens. Suite à la mort de Léandre de Flandre, l'abbé du Moulin devient chef de la résistance à Albert. Très recherché, il prépare la libération avec les membres du groupe Arthur. La plupart des villes de la Somme sont libérées à la fin du mois d'août, entre le 29 août et le 1er septembre. L'armée allemande recule peu à peu. Albert était une ville bien gardée lors de la libération. Suite au départ de la Wehrmacht, des SS se sont retranchés dans des maisons afin de faire face aux forces alliées. Des combats acharnés prirent place entre les SS, les résistants et les Britanniques toute la journée du 31 août 1944. Le 1er septembre, vers 22h, les unités anglo-canadiennes entrent enfin dans la ville acclamée par la population. Ils feront près de 300 prisonniers, au prix de 7 morts et 7 blessés, dont 3 jeunes Britanniques. Plusieurs chars allemands seront abandonnés dans la ville, dont un complètement détruit place Émile-le-Turc. Les résistants seront également tués lors de ces combats. Jean Lefebvre ou encore Maurice Bordier. Albert sera libéré dans la nuit par des troupes anglo-canadiennes. Le 2 septembre, c'est la débâcle sur la place et le perron de la mairie. On accuse certaines femmes d'avoir collaboré avec l'occupant. Lynchage, règlement de compte. Certaines échappent de peu à être tondues. Très vite, l'ordre est rétabli par l'abbé du Moulin. La priorité est de continuer à repousser l'armée allemande du pays. Beaucoup partent libérer les autres régions encore occupées. Les FFI sont dirigés par Henri Dumoulin et secondés par Henri Journet, avec l'aide précieuse d'une dizaine de Russes. La plupart de ces hommes deviendront la troupe du bataillon FFI 7-2. Ils s'entraînèrent durant de longs mois à Doulan afin de se préparer à une éventuelle contre-attaque allemande qui ne vint heureusement jamais. Il est de notre responsabilité, à nous, les nouvelles générations, de se souvenir et de pérenniser le devoir de mémoire. La Picardie s'est toujours retrouvée au cœur des conflits mondiaux, des invasions et même des guerres bien plus anciennes. Notre territoire est riche d'histoire et nous en sommes les héritiers. Soyons désormais ambassadeurs de notre avenir.